grand dialogue. Sigeka Foba. Edouani wa Makaran. Le grand dialogue, l'émission de débat de Studio Tamani sur votre radio. Chaîne Nibéro. Haloud Mauni. Chaîne Nibéri. Sigeka Foba. Le grand dialogue. Le grand dialogue. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Nous sommes jeudi 12 février 2015. Bienvenue à cette émission et merci de nous recevoir chez vous. Aujourd'hui, nous débattons de l'agriculture. Encore une fois, comment améliorer la productivité dans le secteur de l'agriculture au Mali. Nous sommes avec deux invités, Joseph Sedgo, représentant d'Agra au Mali, et enfin Dr Diakalia Sogodogo, coordinateur du consortium pour la santé du sol. Je suis Famoussa Sidibé, Salim Djouara est à la technique. D'après la Direction nationale du génie rural, près de 15% des sols irrigables sont potentiellement utilisés au Mali, soit à peu près 350 000 hectares pour au moins 900 000 hectares de terres irrigables, potentiellement irrigables au Mali, sur donc 5 500 sites répertoriés au Mali. Les défis aujourd'hui pour améliorer cette productivité de l'agriculture ont pour nom manque d'infrastructures, nécessité de diversifier la production et enfin la modernisation du secteur agricole. Le Mali doit donc quitter le stade de la production familiale pour enfin une véritable production commerciale. Comme je l'ai dit, je suis avec deux invités, Joseph Sedgo, représentant Agra au Mali. Alors, Monsieur Sedgo, quel est votre avis sur ces défis qu'a l'agriculture aujourd'hui au Mali? Bon, merci bien, Monsieur Sidibé. D'abord, je voudrais remercier Radio Tamani de nous avoir invités pour prendre part à cette discussion sur ce plateau, sur un sujet aussi important qu'est l'agriculture. Quand nous savons que dans nos pays, l'agriculture, c'est en fait l'épine dorsale de nos économies. Et à travers votre radio, je profite de saluer l'ensemble de vos auditeurs et de vos sympathisants. Maintenant, pour revenir à la question qui a été posée. Sur les défis. Sur les défis de l'agriculture. En effet, il y a beaucoup de défis. Les défis se trouvent à tous les niveaux de la chaîne de valeur. Je pourrais commencer d'abord par les défis de manque de variété améliorée. Parce qu'effectivement, quand on veut améliorer la production et la productivité de l'agriculture, il faut diversifier. Il faut avoir les bonnes variétés, les variétés à haut rendement. Or, il se trouve que dans nos pays, surtout au Mali par exemple, la plupart des paysans continuent d'utiliser les variétés traditionnelles dont le potentiel de rendement est déjà limité autour de 500-600 kg à l'hectare. Alors que les variétés améliorées peuvent aller jusqu'à 5-10 tonnes à l'hectare. Donc, vous voyez déjà le défi. C'est déjà un premier défi. Le deuxième défi qui se pose, c'est le problème de la qualité des sols. Parce que les plantes poussent à partir du potentiel de fertilité des sols. Si vous avez, même si vous avez de très bonnes variétés, si le niveau de fertilité des sols n'est pas assez élevé, vous ne pouvez pas atteindre justement un niveau de rendement assez satisfaisant. Donc, haut rendement va de pair avec le niveau de fertilité des sols et en même temps avec les variétés améliorées à haut rendement. Ça, c'est le deuxième défi. Enfin, le troisième défi de l'agriculture, c'est le problème des marchés. Parce qu'on produit, bien sûr, pour manger, mais en tant qu'agriculteur, si on produit, il faut qu'on ait aussi un revenu conséquent. Or, la plupart de nos paysans n'ont pas justement ce revenu-là. C'est lié à un certain nombre de facteurs. Quand ils produisent, généralement, ils sont sous la pression d'avoir de la liquidité au moment des récoltes. Et on ne pense pas aux périodes oui. Donc tout de suite, on est obligé de brader. Et quand on a bradé, on se retrouve avec peu de cash. Et quelques mois après, ces mêmes cultures qu'on a eu à brader, on les ramène à un prix très élevé. Donc il faut déjà, ça fait un autre défi qu'il faut voir. Donc ça pose là le problème, par exemple, la diversification. Parce que si on ne diversifie pas, on se trouve avec une seule culture.
à la récolte, on doit vendre ça et on se retrouve les mêmes vies. Par contre, si on diversifie, on peut par exemple préconiser une culture qu'on va garder et l'autre on va vendre. Et comme ça, quand les prix vont monter, on peut vendre l'autre. Bon, D'accord. ça, c'est le défi des marchés. Bon, je termine rapidement. L'autre défi aussi que je voulais souligner, c'est le défi des politiques agricoles. Parce que pour avoir un environnement favorable à l'agriculture, il faut une bonne politique agricole. Parce que c'est les politiques agricoles qui permettent aux gens, par exemple, d'avoir accès aux intrants. C'est les politiques agricoles qui permettent facilement aux producteurs d'avoir accès aux services de finances pour, bien sûr, faire fonctionner. La chaîne. Il y a aussi les défis tels que les taxations. On va y venir. Donc, il y a tous ces aspects. Et enfin, je termine sur le défi de l'organisation du monde paysan. Comment est-ce que les gens sont organisés? Est-ce que les gens vont individuellement pour produire ou bien est-ce qu'ils sont organisés en coopérative, en groupement pour pouvoir justement affronter l'ensemble des défis? Donc voilà autant de défis que je classerai en 5 défis, un grand défi majeur, c'est un grand défi majeur qui, à mon avis, freine actuellement le problème de la productivité de la production agricole. On va détailler tout ça tout au long de l'émission. Donc, je m'arrête là pour le moment. D'accord. Alors, l'agriculture, ça inspire beaucoup de confiance tous les ans, mais au finish, c'est toujours la désillusion. Les rendez-vous ne sont pas tout le temps à la fin de l'activité, à la fin de la campagne agricole. Je m'adresse à Diakalia Sogodogo, vous êtes coordinateur du consortium pour le sol. Et quelle est aujourd'hui votre vision de cette désillusion qu'on a aujourd'hui vis-à-vis de l'agriculture? Ok, c'est vrai que l'agriculture fait face vraiment à de sérieux problèmes dans notre pays. C'est la raison pour laquelle AGRA, Alliance pour la Révolution verte en Afrique, a pensé, n'est-ce pas, à aider les pays à constituer un consortium, une sorte de plateforme qui va regrouper beaucoup d'institutions. Et ces institutions vont, avec leur diversité, dans les différentes spécialités, ils vont se pencher sur comment résoudre vraiment cette problématique de l'agriculture. S'il pleut bien, les rendements sont bons, il y a une autosuffisance. Mais l'année qui suit, là, s'il ne pleut pas bien, vraiment c'est la déroute. Dans les familles, c'est l'insuffisance, c'est la pauvreté, c'est la malnutrition. Donc le consortium qu'on a mis en place va essayer de se pencher et chaque membre du consortium, dans son domaine, va intervenir dans un ensemble plus vaste pour essayer de résoudre ce problème d'agriculture. D'accord. Alors, AGRA, Alliance pour la Révolution verte, dites-nous un peu ce que vous faites pour améliorer cette productivité dont nous parlons. Qu'est-ce que AGRA fait dans ce domaine? Ok, bon, je commençais d'abord par expliquer un peu ce qu'est AGRA, sa vision et sa mission, pour pouvoir mieux vous expliquer ce que AGRA fait. Bon, d'abord, AGRA, c'est une organisation panafricaine, dont le sigle, c'est Alliance pour la Révolution verte en Afrique. Donc, c'est donc une organisation panafricaine dont la vision globale, c'est de promouvoir la sécurité alimentaire et la prospérité économique pour l'ensemble des petits producteurs qui travaillent en Afrique subsaharienne. Et c'est effectivement la population qui constitue en tout cas la majorité des populations dans nos différents pays. Alors, pour pouvoir justement atteindre cette révolution verte dont il est question, AGRA pense que l'approche qu'il faut adopter, c'est l'approche d'une transformation radicale de l'agriculture. Alors, en écoutant la définition de ce sigle-là, on a l'impression que c'est plutôt une agence environnementale. Non, ce n'est pas une agence environnementale. En fait, comme je vous ai dit, c'est une organisation panafricaine qui a été initiée en 2006 par son Excellence Kofi Annan, alors qu'il était secrétaire général des Nations Unies, après avoir constaté que l'Afrique était le seul continent du monde où, effectivement, l'insécurité alimentaire et la pauvreté sévissaient au plus au monde. Alors, il a pensé que en créant une telle organisation,
les Africains pouvaient eux-mêmes se prendre en charge et pouvoir travailler à réaliser la révolution verte, c'est-à-dire la sécurité alimentaire et la prospérité économique pour les millions et les millions de petits producteurs qui se trouvent en Afrique. Alors, quelle est la nature de l'aide que cette organisation-là apporte aux différents pays membres? Bon, en gros, notre approche, c'est faire une approche de développement inclusif de la chaîne de valeur. Et cette approche inclusive, justement, travaille sur tous les aspects liés aux défis que rencontrent les producteurs en Afrique. Effectivement, nous avons 5 programmes qui, justement, essaient d'apporter des solutions spécifiques aux différents défis que rencontrent les producteurs. Nous avons un programme d'amélioration, un programme de technologie semencière. Ce programme de technologie semencière vise essentiellement à appuyer la recherche dans le pays pour que la recherche nationale puisse identifier des variétés améliorées. Une fois qu'on a identifié des variétés améliorées, nous appuyons également ce qu'on appelle le secteur privé pour la multiplication des semences améliorées. Parce que par le passé, la recherche pouvait identifier des variétés améliorées, mais par manque de moyens, on n'arrivait pas à multiplier les semences de base en semences améliorées pour pouvoir atteindre le maximum de petits producteurs. Maintenant, notre programme fait ça. Une fois on prend les semences de base à partir de la recherche et on appuie les compagnies semencières pour qu'ils fassent la multiplication des semences. Ça, c'est un aspect. Maintenant, l'autre aspect, une fois qu'on a multiplié les semences, il faut maintenant que ces semences arrivent jusqu'au niveau village pour les petits producteurs. Alors, on a créé un réseau qu'on appelle un réseau d'agro-dealers, c'est-à-dire des distributeurs qui sont un peu situés depuis le niveau de la région jusqu'au niveau village et qui justement disposent de petites boutiques d'intrants où il y a les engrais, où il y a les semences, qui peuvent aller directement aux petits paysans. D'accord. Alors juste c'est déjà un aspect. Bon, deuxièmement, l'autre aspect qu'on fait, c'est l'aspect dont le Dr Sogoro vient de parler, c'est l'aspect lié à la santé des sols. Bon, il y a le consortium qu'on est en train d'appuyer et qui travaille dans 5 pays en Afrique de l'Ouest. Mais au-delà même du consortium, notre approche, c'est la gestion intégrée de la fertilité des sols. C'est-à-dire qu'on encourage les petits producteurs à utiliser à la fois une utilisation rationnelle et combinée des engrais et de la matière organique et en même temps les techniques de restauration et de conservation de l'eau des sols et en même temps une technique qu'on appelle la microdose. Bon, toutes ces techniques combinées permettent justement de renforcer le niveau de fertilité des sols pour une meilleure productivité avec les variétés améliorées. Le troisième aspect, c'est les marchés. Et nous appuyons effectivement les producteurs pour bien comprendre l'intérêt. Et organiser le secteur également. Et là, on intervient à 2 niveaux. Il y a ce qu'on appelle le niveau du marché des intrants. Et l'autre côté, c'est le marché des outputs, c'est-à-dire des produits agricoles. Au niveau des marchés des intrants, on essaie d'organiser les producteurs en groupes et en coopératives pour pouvoir justement commander les intrants qui leur sont nécessaires. Parce que quand on est individuel, quand on veut commander individuellement les engrais, ça devient trop cher. Mais quand on est groupé, on fait une commande groupée, ça devient nettement moins cher et on arrive à avoir ce qu'on veut. Au niveau des produits agricoles, on demande aussi à ce que les gens s'organisent pour pouvoir regrouper leurs produits sous forme de différentes spéculations en qualité, un bon emballage. Et comme ça, quand les produits sont groupés, ça facilite l'écoulement, ça attire plus d'acheteurs, ça permet un bon pouvoir de négociation. Donc, vraiment, il y a beaucoup de choses qu'on fait au niveau de l'agra pour appuyer les petits producteurs dans ce domaine. Sans oublier, bien sûr, la formation, l'enforcement des capacités des producteurs et bien sûr l'aspect politique agricole où effectivement on a un programme aussi qui joue à partir de là. On a un programme aussi de formation pour les jeunes. Alors, véritable cours magistral, je vais devoir vous arrêter. On va aller en pause. Comme vous avez demandé, vous allez pouvoir nous dire tout ça. Nous allons observer quelques secondes de pause. Ensuite, nous reprenons avec la deuxième partie de l'émission. Vous écoutez Studio Tamani. Votre avis nous intéresse. Écrivez vos commentaires et suggestions sur la page Facebook et dialoguez avec nous. Studio Tamani, c'est aussi les réseaux sociaux.
Le Mali a un potentiel de 900 000 hectares de surface irrigable et malheureusement, moins de la moitié est en utilisation actuellement dans le pays. Et pour débattre donc de la productivité agricole au Mali, nous avons deux invités. Diakalia Sogodoko, coordinateur du consortium pour la santé du sol, et Dr Joseph Sedgo, représentant de l'Alliance pour la révolution verte en Afrique. Alors, docteur, dites-nous, nous sommes à la deuxième partie de cette émission. Diakalia Sogodoko, vous êtes coordinateur du consortium pour la santé du sol. Qu'est-ce que cela signifie, la santé du sol? Ok. La santé du sol, il faut comprendre par le fait d'abord que si on prend la plante est plantée dans un sol et c'est dans ce sol que la plante tire les éléments nutritifs pour sa croissance et pour donner un bon rendement pour le paysan. Mais s'il se trouve qu'à chaque fois la plante tire des éléments nutritifs et qu'il n'y a pas de retournement, il y a un déficit des éléments nutritifs dans le sol, on dirait que le sol est presque malade en faisant allusion à l'homme et autres là. Donc il faut dans ces conditions-là essayer de voir qu'est-ce qui ne va pas, quels sont les éléments nutritifs manquants pour les restituer et pour que la plante puisse désormais prendre la part qui lui revient pour vraiment produire la quantité que vous voulez. Voilà. Alors aujourd'hui, quels sont les objectifs du Mali dans le cadre de l'autosuffisance alimentaire? Sedgo en a parlé, Joseph Sodigo, qui est le représentant de l'Alliance pour la Révolution verte, en a parlé. Aujourd'hui, quels sont les objectifs au niveau local des autorités pour atteindre la sécurité alimentaire? Bon, sur ce plan, je dirais qu'il y a d'abord essayer de produire de façon durable au niveau des ménages agricoles, de façon durable au niveau du champ. Ensuite, quand je parle de façon durable, ça c'est la bonne gestion des terres de culture au niveau des ménages. Ensuite, il y a une amélioration de la production qui va permettre, n'est-ce pas, une amélioration du revenu et qui va aussi peut-être permettre aussi ce changement de cette motilité des paysans d'une classe à une autre, de la classe des paysans qui souffrent de manque d'aliments. Pendant les 12 mois, ils ont peut-être la production pour 6 mois, mais en améliorant, n'est-ce pas, la production, ça les amènera peut-être à aller vers la classe moyenne et de la classe moyenne, en améliorant aussi de façon spécifique la problématique à leur niveau, ils vont se déplacer pour aller à la classe des autosuffisants. Donc voilà un ensemble de processus qu'il faut essayer de déclencher à partir de la gestion intégrée de la fertilité du sol au niveau des ménages, au niveau des exploitations agricoles. Donc c'est cet effort que nous sommes en train de mener, de déployer, afin qu'on déclenche ce processus-là. D'accord. Alors, entre les activités d'aide ou bien même les activités ordinaires de l'État malien pour combler un peu le gap entre les déficits qu'ont les populations aujourd'hui, et enfin les agriculteurs aujourd'hui, pour pouvoir atteindre leur objectif, et ce gap-là que les partenaires tentent de combler. Pourquoi jusqu'à présent les objectifs ne sont pas atteints? Est-ce que c'est par manque de volonté? Bon, moi je ne dirais pas par manque de volonté, puisque quand j'analyse un peu la situation de l'agriculture au niveau du pays, à un moment donné, tout était sur le dos de l'État. C'était l'État producteur, c'était l'État commerçant, c'était l'État approvisionneur, ainsi de suite, ainsi de suite. Il y a eu les ajustements structurels. On a dit de privatiser un certain nombre d'activités, parmi lesquelles la vulgarisation agricole. Donc, à la faveur de cet ajustement-là,
il y a eu beaucoup d'acteurs qui sont venus dans la vulgarisation agricole. Bien, beaucoup d'acteurs dans la vulgarisation agricole ne veut pas dire forcément une amélioration de la production au niveau des paysans. Donc, il faut essayer de les organiser autour des objectifs bien clairs, bien fixes. Donc, vous voyez, c'est cet effort que nous sommes... Est-ce que l'État a manqué de vision dans ce secteur? Non, l'État n'a pas... En privatisant ce secteur. Bon, je crois que c'est une question de moyens. Hein. Bon, si le privé est capable de mieux faire que l'État, pourquoi ne pas créer d'abord les règles du jeu et confier à des gens qui sont capables de le faire. Donc l'État est en train de jouer sur ça. Moi, je pense que c'est une bonne chose, mais il faut tout simplement fixer les règles du jeu. Sinon, les dérives, on peut aller à c'est les petits producteurs qui vont peiner pour tout ça. Alors, je rappelle que vous êtes Dr Diakalia Sogodo du consortium, coordinateur du consortium pour la santé du sol. Alors, Dr Joseph Sedgo, vous êtes le représentant de l'Alliance pour la révolution verte en Afrique. Dites-nous aujourd'hui, quelle est votre vision du Mali par rapport aux autres pays de votre organisation? Est-ce que le Mali est un bon élève? Bon, merci beaucoup. D'abord, par rapport même déjà au potentiel, vous avez dit que le Mali a 900 000 hectares de terres irrigables. Mais moi, j'allais ajouter, le potentiel total, c'est 1,5 million d'hectares. Donc, ça veut dire qu'en plus des terres irrigables, il y a encore des terres qu'on peut exploiter. Donc ça, c'est un aspect. Bon, donc le potentiel sol est là, la ressource humaine est là. Nous avons l'eau, nous avons une grande rivière qui s'appelle le Niger, qui traverse partout, il y a des lacs, etc. Donc je pense que du point de vue potentialité, il y en a. De l'autre côté aussi, les organisations paysannes sont très dynamiques. Donc, il y a beaucoup de choses. Et au niveau de la représentation des services de l'État, c'est vraiment décentralisé. Bon, on retrouve pratiquement les mêmes services au niveau des régions. Mais je crois que là où il y a quand même le goulot d'étranglement, c'est le problème de l'accessibilité des intrants pour les producteurs. C'est à ce niveau que se trouvent les problèmes. Et nous, notre vision, c'est d'appuyer le Mali pour justement créer un réseau viable d'agro-dealers sur tout le long de la chaîne agricole. Parce que si nous avons de bons agro-dealers partout, qui ont tous les intrants nécessaires au niveau village, et que le paysan peut s'en approprier, ce sera une bonne chose. À partir des intrants, c'est à partir des intrants, les semences et les engrais qu'on peut augmenter la production. Donc nous voulons appuyer cet aspect-là. Alors, vous parlez d'accessibilité des intrants aux populations. Est-ce que cela remet en cause aujourd'hui la politique agraire adoptée par le Mali? Non, pas du tout. Pas du tout. D'autant plus que l'État est déjà en train de subventionner des intrants tels que les engrais. C'est déjà une bonne chose parce que ça permet une meilleure accessibilité. Mais nous, ce qu'on voudrait, c'est arriver à trouver d'autres partenaires qui voudraient, comme AGRA, former une alliance qui va développer ce qu'on appelle, on appelle ça en anglais, DCA, Development of Credit Authority, c'est-à-dire une sorte de garantie auprès des services financiers qui va donc permettre aux producteurs et à tous ceux qui veulent s'engager dans l'agriculture de pouvoir facilement emprunter de l'argent et investir. Parce qu'en fait, le gros du problème au niveau de tous les producteurs, enfin, au niveau de l'agriculture, que ce soit au Mali, que partout dans la sous-région, c'est l'accès aux finances. Parce que si tu n'as pas accès aux finances, tu ne peux pas avoir accès aux intrants. Et si tu n'as pas accès aux intrants, c'est comme un cercle vicieux. Tu n'as pas accès aux intrants, donc tu ne peux pas produire et ça tourne en rond. Maintenant, si on arrive à créer justement cette forme de garantie financière qui permet aux services financiers de minimiser leurs coûts, ils seront plus à même d'emprunter, de prêter de l'argent aussi bien aux coopératives, aussi bien aux producteurs individuels, aussi bien aux agro-dealers et à tous ceux qui veulent investir dans le secteur agricole de le faire. Donc c'est ça notre vision, on est en train d'appuyer le Mali. Et vous dites que... Alors, cela ne répond pas à ma question. Est-ce que le Mali est un bon élève? Est-ce que le Mali est un bon élève parmi les autres pays? Effectivement, AGRA travaille dans 18 pays de l'Afrique actuellement. Et parmi les 18 pays où AGRA se trouve,
Agra a décidé de privilégier seulement 4 pays où il va investir 60% de ses ressources pour appuyer ces pays. Et parmi ces 4 pays, le Mali se trouve parmi ces 4 pays prioritaires de Agra. Ces 4 pays prioritaires, c'est d'abord la Tanzanie en Afrique de l'Est, c'est le Mozambique en zone australe, et le Ghana et le Mali en Afrique de l'Ouest. Alors pourquoi le Mali? Pourquoi le Mali? Bon, le choix du Mali, il y a plusieurs critères qui ont été mis en avant. Les critères qui ont été mis en avant, c'est d'abord l'engagement politique des États vis-à-vis du secteur agricole. Parce qu'un État qui ne veut pas appuyer son secteur, même si un donateur vient de quelque part, ne peut pas faire changer les choses. Donc, on a analysé au niveau de tous les pays, on a vu qu'au niveau de l'État, il y a l'engagement politique. Deuxièmement, est-ce qu'il y a le potentiel? Bon, le potentiel, on vient de le voir. Il y a plus d'1,5 million hectares, 900 000 hectares de terres irrigables. Donc, il y a tout ça. Bon, et donc, ensuite, on a vu l'engagement est-ce qu'il y a des conditions pour que le secteur privé puisse vraiment agir et appuyer le secteur agricole? On a vu qu'il y avait ces conditions-là. Et on voulait aussi voir quel est le pays qui peut servir de modèle, de leader. Un pays où tout de suite, en investissant dans l'agriculture, on va avoir des effets probants, convaincants, qui va avoir un effet d'entraînement sur les autres pays de la sous-région. Alors on a vu qu'au niveau, en tout cas de l'Afrique francophone, le Mali était parmi l'un des pays. C'est pour cela que le Mali a été choisi comme modèle. Et Agra justement se bat pour que le Mali devienne un exemple pour les autres pays. D'accord. Alors on parlait tout à l'heure d'organisation, des organisations paysannes par rapport à la productivité. Aujourd'hui, la question majeure c'est: est-ce que le Mali peut quitter le domaine de l'exploitation familiale pour une véritable industrialisation de l'agriculture? Diakalia Sogodogo, vous êtes coordinateur du consortium pour la santé du sol. Aujourd'hui, est-ce que le Mali a les moyens? Est-ce que les organisations paysannes sont assez structurées pour pouvoir dépasser ce cap? Ok, si on regarde ce monde des organisations paysannes, il y a une très grande diversité. Il y en a qui marchent bien, qui sont des exemples parfaits. Il y en a moyennement bien et il y en a qui ne marchent pas du tout. Bien, mais si tu regardes la proportion des organisations paysannes, je prends seulement celles qui interviennent dans les cultures sèches. On voit qu'ils sont bien organisés. Ils ont besoin d'être encadrés. Donc, par le biais du consortium, on est en train de renforcer leur capacité d'action en les aidant à s'organiser, en leur dotant, n'est-ce pas, en technologie. Et puis, ce n'est pas de technologie de tout genre, hein. C'est des technologies de pointe, mais bien adaptées aux petits producteurs. On dit petits producteurs parce que près de 75 à 80% de nos producteurs, membres de nos organisations paysannes, sont des petits producteurs. Avec des moyens rudimentaires. Avec des moyens rudimentaires. Ils n'ont pas la capacité de se payer des intrants et autres. Donc, on est en train de voir quelle stratégie utiliser pour vraiment les permettre d'avoir accès. C'est de Gaulle l'a dit tout de suite là. Donc, on a créé des magasins de rentage, on a créé des boutiques d'intrants. Ces boutiques d'intrants appartiennent, n'est-ce pas, aux organisations paysannes. On les met en relation avec les fournisseurs. Il a dit tout de suite, il y a un programme d'agro-dealers. Donc, on met l'organisation paysanne, en contact avec les agro-dealers et ils viennent leur ravitailler jusqu'au niveau de leur magasin, au niveau village. Mais maintenant, pour compléter tout ça, on a négocié avec des institutions financières. Il a un peu parlé de ça là. Donc, on a des fonds de garantie qu'on a déposés au niveau des institutions financières. Je ne veux pas en citer ici pour éviter les publicités. Donc, maintenant, les organisations paysannes ont cette possibilité de bien formuler la demande en engrais et le besoin financier de ça, automatiquement, on les met en contact avec l'institution financière. Ils ont ça, ils achètent leur intrant, ils produisent, ils ont des excédents de production. Ces excédents, ils les placent dans des magasins de warrantage. Ça, c'est pour éviter les bradages. Vous savez qu'à la période des récoltes,
Tous les paysans ont besoin d'argent. Et les financiers, là, les privés, c'est le moment qu'ils viennent avec des bas prix, là, ils enlèvent ça et ça pose des problèmes. Donc, avec le magasin de Orantage, on est en train de résoudre petit à petit. Afin de sécuriser la production. De sécuriser la production au niveau de l'exploitation familiale. D'accord, merci beaucoup. Alors nous allons observer quelques secondes de pause et nous reprendrons avec la troisième et dernière partie de cette émission consacrée à l'agriculture. Une réaction, un avis, un commentaire. Réagissez sur la page Facebook de Studio Tamani et restez connectés avec nous. Studio Tamani sur les réseaux sociaux pour vous faire entendre. Studio Tamani sur les réseaux sociaux, notre page Facebook, notre compte Twitter, mais également notre site web www.studiotamani en un seul mot, .org où vous pourrez retrouver toutes nos productions depuis la création du studio. Alors nous sommes aujourd'hui sur cette question, comment améliorer la productivité agricole au Mali, et pour cela nous sommes avec deux invités, Dr Joseph Sedgo, représentant de l'Alliance pour la Révolution verte en Afrique, et le docteur Jakalia Sogodogo, coordinateur du consortium pour la santé du sol. Alors, le rythme actuel de la productivité agricole est-il le bon, docteur Joseph Sedgo, de l'Alliance pour la Révolution verte? Bon, merci. En tout cas, le rythme actuel de la productivité, bon, c'est encourageant, mais ça n'a pas encore atteint le niveau souhaité. Parce que, bon, prenez par exemple le cas du mil. Le cas du mil dans la zone de Koro-Bankas, les rendements sont toujours autour de 500-600 kg à l'hectare. Alors que les variétés améliorées, avec les variétés améliorées, on peut atteindre 5 tonnes, 10 tonnes. Donc vous voyez déjà la différence, soit peut-être 10 fois plus. Donc notre souhait, c'est de pouvoir justement booster cette productivité, peut-être 5-10 fois plus, pour que ce soit vraiment suffisant, pour que les gens puissent produire suffisamment pour avoir à manger et en même temps dégager des surplus qu'ils vont vendre et avoir des revenus conséquents pour faire face à leurs besoins. Alors, est-ce que dans cette estimation, une marge d'erreur est possible et octroyée aux aléas du climat, par exemple? Bon, bien sûr, effectivement, il faut distinguer deux types de cultures. Il y a les cultures irriguées qui, heureusement, bénéficient justement de manière régulière de l'apport d'eau pour leur permettre de... Mais quand vous citez les zones de Koro-Bankas, les zones de Koro-Bankas, ça dépend beaucoup de la pluie. Qui dépendent presque exclusivement de la pluie. Là, le risque est plus élevé. Et c'est là justement que les techniques de gestion des sols entrent en jeu. Parce qu'effectivement, bien sûr, on ne maîtrise pas la pluie, mais quand même, si on fait une bonne gestion des sols et des terres dont on dispose, on peut amoindrir justement les effets néfastes du la climat, pluviométrie, notamment en utilisant la matière organique, en utilisant les techniques de défense et de restauration des sols, techniques de stockage. Tout ça, c'est des techniques qui vont permettre, par exemple, de pouvoir réduire l'impact du climat. Et même en plantant les arbres. Vous savez que là où il y a plus d'arbres, il pleut beaucoup. Et moins il y a d'arbres, la preuve au désert, il ne pleut pas du tout. C'est pour cela qu'effectivement, avec beaucoup de techniques, on peut temporiser et amoindrir les effets du climatique. Alors là, déjà, nous sommes dans les solutions adoptées pour une plus grande productivité agricole. Nous sommes avec deux experts. Alors, Dr Jakalia Sogodogo, vous êtes coordinateur du consortium pour la santé du sol. On vient d'évoquer tout à l'heure un obstacle à cette productivité, les aléas du climat. Quel est votre avis sur cet aspect? Ok, c'est vrai, la pluviométrie est vraiment très aléatoire. Le paysan, il a sa stratégie traditionnelle, il a un flair. S'il sent que si selon ce flair-là, la pluviométrie ne va pas être bonne, tout de suite, il a cette capacité de changer sa stratégie agricole et autres. Bon, ça c'est au niveau traditionnel. Mais maintenant, ça aussi, ce n'est toujours pas suffisant. Nous sommes en train de voir au niveau de l'agriculture familiale, au niveau des ménages. Maintenant, le peu d'eau qui tombe là, comment mieux profiter de ce peu d'eau? Et maintenant, ça ne peut aller que par des techniques de conservation de sol et des techniques de conservation de l'eau. Et on en a testé
Ça marche très bien dans le pays Dogon. Quand vous regardez, ils font des associations de culture sur des anciens billons. Ça veut dire le billon sur lequel ils doivent s'aimer l'année prochaine, ils le confectionnent lors du sarclage du champ de cette année. Tout ça pour que l'année prochaine, ils profitent des premières pluies. Puisque la période de végétation, n'est-ce pas, des cultures dans ces zones, c'est les périodes les plus faibles. Quand tu prends du sud au nord, la période de végétation se réduit en nombre de jours. Ça varie de 200 jours vers le sud à moins de 100 jours vers le nord. Donc si tu es dans cette frange-là, il faut vraiment avoir l'instinct de conservation de l'eau dans ta parcelle. Donc, il y a même un paradoxe à ce niveau. Le pays Dogon qui ne reçoit pas beaucoup d'eau est parmi les zones les plus grandes productrices de produits maraîchers. Oui, non seulement de produits maraîchers, prends la production de mil de Mopti, là. Les 60%, ça vient du pays Dogon. Ça veut dire ils sont arrivés à un stade où vraiment ils arrivent à conserver un peu l'humidité au niveau de leur champ. Je disais tout de suite, les anciens biomes, il faut ajouter à cela la régénération naturelle assistée. C'est la zone où vraiment les paysans se sont investis dans ça. Ils ont, peut-être par accident, à un moment donné, ils ont tout coupé, mais ça leur a donné des leçons. Ils sont en train de revenir. Va aujourd'hui au pays de Dogon, tu seras étonné. Donc, la régénération... Ils ont su profiter de toutes ces difficultés-là. Oui, la régénération naturelle assistée leur aide aussi à asseoir l'humidité pendant longtemps dans leur champ. Donc maintenant, nous, on vient avec la pratique de microdosage, nous, on vient avec les nouvelles variétés, ainsi de suite. Donc plus tu descends, plus on a des inventaires de paquets de technologies adaptés à des situations données, mais tous dans le domaine de comment conserver l'eau au niveau de la parcelle. D'accord. Alors, c'est des stratégies à adopter et à développer pour une plus grande productivité. Alors, docteur Joseph Sedgo, représentant de l'Alliance pour la Révolution verte en Afrique, le Mali, comme beaucoup d'autres pays africains de votre organisation, les paysans ont aujourd'hui une grande difficulté dans les méthodes d'octroi à la terre. Le foncier pose énormément de problèmes. Est-ce que vous voyez le problème du foncier au Mali de la même manière que dans les autres pays de votre organisation? En tout cas, le problème d'une manière générale se pose presque dans tous les pays où nous travaillons. Bon, mais peut-être pas avec la même acuité, mais le problème quand même est réel. Parce que par le passé, l'accès à la terre ne posait pas un problème. Tout le monde avait accès à la terre. Mais maintenant, de plus en plus, avec l'accroissement des familles, disons, la superficie se sont réduites. Et l'apparition de la mécanisation aussi. Et l'apparition de la mécanisation. Mais maintenant, il se trouve qu'en fait, il y a moins de terres disponibles qu'avant. Et il n'y a plus de demande par rapport à la terre. Donc, il y a souvent des petits conflits par-ci, par-là. Donc, chacun veut avoir son petit lopin de terre. Mais malheureusement, les réformes n'ont pas encore suffisamment abouti pour faire en sorte que chaque paysan puisse avoir son lopin de terre. Alors, mais certains pays sont plus avancés. Alors vous disiez tout à l'heure qu'il y avait une véritable volonté politique ici au Mali pour soutenir le secteur de l'agriculture. Est-ce que vous pensez que la volonté politique suit également dans ce domaine du foncier en faveur des populations? Non, je pense que la volonté politique suit parce qu'il y a même une réforme sur la loi foncière qui existe au Mali. Bon, je ne veux pas rentrer dans tous les détails, mais je pense que cette loi foncière prend en compte tous ces aspects-là. Et nous, au niveau d'Agra, nous, ce qu'on fait, on appuie les politiques agricoles favorables aux petits producteurs. C'est la raison pour laquelle je dis qu'on a 5 programmes. Et un de nos programmes, c'est favoriser les politiques agricoles qui pourront soutenir les efforts des petits producteurs, dont notamment l'accès à la terre. Maintenant, ça peut prendre du temps en fonction des pays, en fonction des difficultés. Mais quand même, je crois qu'à moyen à long terme, il faut qu'on arrive à là. D'abord à sécuriser l'accès à la terre. Parce que si on n'arrive pas à sécuriser l'accès, la sécurité foncière, on ne peut pas encourager les gens justement à investir. Par exemple, un petit producteur avec peu de moyens
peut pas vouloir investir sur un lopin de terre si c'est que l'année suivante, on va le retirer le lopin de terre. Donc c'est ça qui fait que les gens ne prennent pas souvent très soin de leur terre parce qu'ils se disent qu'ils n'ont pas la propriété foncière. Donc il faudrait on travaille pour qu'on arrive justement à la sécurité foncière et pour davantage encourager les gens à mieux adopter les technologies de conservation, par exemple, du sol. Donc je crois qu'avec ça, on pourrait y arriver. Alors, un des défis également de l'agriculture et de la productivité agricole dans le pays, c'est également la modernisation du secteur. Alors, Jakalia Sogodogo, vous êtes le coordinateur du consortium pour la santé du sol. Aujourd'hui, est-ce que vous pensez que le Mali fait assez dans le cadre de la modernisation et de la transformation des produits agricoles? Ok, dans le cadre de la modernisation, le gouvernement est en train de faire ce qu'il peut. La preuve, il y a l'usine de tracteurs qui est là. C'est vrai, le tracteur, c'est un cran beaucoup plus supérieur, mais c'est quand même un pas. Ensuite, il y avait ce qu'on a appelé la SMECMA dans le temps qui fabriquait les charrues, les semoirs et autres. En zone industrielle. En zone industrielle. Bon, bien que ça a fermé, mais les ouvriers se sont reconvertis. Ils sont là-bas avec les moyens traditionnels. Ils te reproduisent exactement les semoirs qu'ils faisaient dans l'usine. Et ensuite, il y a les différentes opérations de développement que l'État a créées. Il y avait des volets là-dedans de mécanisation agricole. Des forgerons ont été bien formés. Et si vous partez actuellement, ce sont ces forgerons qui comblent, n'est-ce pas, le trou laissé vide par la fermeture de certaines de ces unités. Donc, et ça, c'est un premier temps. En second temps, on voit tout l'effort que le gouvernement a fait pour la subvention de l'engrais. C'est vrai, en faisant la subvention de l'engrais, il y a beaucoup d'économistes qui disent, bon, c'est pas bon, mais il ne faut pas voir ça. Il faut voir d'abord que ça permet aux petits producteurs. Par exemple, si on prend notre microdose là, et l'engrais vulgarisé, ça fait 150 kilos à l'hectare. Mais avec la microdose, tu n'as que 30 kilos à l'hectare. La subvention, là, ça lui fait à peu près 7500 francs pour l'hectare. Qu'est-ce que nous on dit? Tu déposes un sac. La valeur du sac, c'est au maximum 10 000. Donc, ça lui permet d'avoir l'engrais pour l'hectare. Donc, vous voyez, donc, il y a tout un ensemble d'efforts. Bon, c'est vrai, sur place, on ne peut pas les apprécier. Mais il faut descendre au niveau vraiment des petits producteurs pour voir que quelque chose a commencé à bouger. Allez-y actuellement, là. Dans le temps, quand vous conviez les paysans, là, il y en a qui venaient à charrette, à vélo, mais aujourd'hui, c'est des motos. Alors, nous allons donc, c'est bientôt la fin de cette émission, nous allons donner la parole à Dr Joseph Sedgo, représentant de l'Alliance pour la Révolution verte, pour un dernier mot. Ok. Est-ce que vous êtes optimiste? Bon, en tout cas, je voudrais encore une fois de plus remercier Radio Tamani de nous avoir invités à venir échanger sur un sujet aussi passionnant, mais aussi important qu'est l'agriculture. Parce que comme je l'ai dit, l'agriculture, vraiment, c'est l'essence de nos économies. Donc sans l'agriculture, je dirais que nos pays ne seraient pas là où ils sont actuellement. Donc je pense qu'on a raison d'être optimiste. On a raison d'être optimiste parce que, comme il le disait tout à l'heure, il y a eu un temps où nos paysans marchaient à pied. Après, ils ont évolué, ils ont eu les dodanes, il y a eu les vélos. Il y en a maintenant qui ont des mobylettes, d'autres ont des tricycles. Aujourd'hui, c'est même des 4x4. Il y en a même qui ont des 4x4. Alors, c'est sur ces mots que nous allons... Pourquoi ne pas être optimiste? Nous sommes très optimistes. Merci beaucoup. Nous sommes désolés de ne pas avoir la possibilité de vous accorder plus de temps. C'est donc la fin de cette émission, une émission qui réfléchissait sur cette question, comment améliorer la productivité agricole au Mali. Et pour cela, nous étions avec deux invités, Joseph Sedgo de l'Alliance pour la Révolution verte en Afrique et Jakalia Sogodogo, Dr Jakalia Sogodogo, qui est le coordinateur du consortium santé pour la santé du sol. Je suis Famoussa Sidibé, Salim Diouara était à la technique, Ousmane Diadje Touré m'a aidé à réaliser cette émission et Nouhoum Diré était à la régie vidéo. Nous vous disons à demain pour un autre débat. Bonsoir.
Grand Dialogue. Sigeka Foba. Edouani wa Makaran. Le Grand Dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Chenibero. Halud Maundi. Sigeka Foba. Le Grand Dialogue. Le Grand Dialogue.